toutes les héroïnes qui sont, bien sûr, les soldats qui sont aussi à l'armée, mais toutes ces femmes et ces mères qui sont à l'arrière et qui doivent gérer une famille, aller au travail, et quand les maris sont au front pendant des mois et des mois. Et donc, j'ai décidé de parler ici de nouveau d'une femme qui est dans les coulisses, mais qui est une héroïne à part entière, Olga Khankin. Parce que si je dis le nom de Khankin en Israël, tout le monde sait de qui il s'agit. Yoshua Khankin, Goël Adamot. Il y a beaucoup de personnages dans l'histoire du sionisme qui ont rempli des rôles importants. Yoshua Khankin, c'était le personnage qui a acheté des terrains, d'abord à titre privé, après avec le Keren Kayemet, pour pouvoir après construire des villages agricoles en Eretz Israël. Donc, Yoshua Khankin, c'est l'homme qui a racheté des terrains au Effendi arabe, donc Goël Ha'adamot, le rédempteur de la terre. Mais il y a une femme à ses côtés qui s'appelle Olga et qui a un rôle très important. Et c'est d'elle donc je veux parler. Bien sûr, on parlera de lui, on parlera de la famille, on parlera de beaucoup de choses. Mais en filigrane, Olga Khankin. Reuven, si tu peux couper les micros, bloque tous les micros parce que c'est très gênant. Il y a des gens qui parlent. Donc, Olga Khankin, et on commence. Donc, vous avez du mal à lire l'organigramme de la famille, c'est pas important. Olga, elle est née Belkind, elle est née dans le sud de la Russie, et on voit en haut ses parents Meir et Shifra qui ont 5 enfants. Olga, Fanny et Alexandra, Sonia, les 3 filles, Israël et Shimshon, les 2 fils. Maintenant, c'est très important parce que cet organigramme, je l'ai pris d'un livre qui s'appelle Les 4 familles. Vous vous rappelez que l'année dernière, j'avais fait une série sur les familles qui ont construit Eretz Israël, les familles du sionisme. On a parlé de quelques familles, j'en ai encore beaucoup d'autres programmes. Les projets ont changé, mais là, on rentre exactement là-dedans parce que si on regarde, Olga va se marier avec Yoshua Khankin, qui est donc l'homme qui est responsable de l'achat des terrains en Eretz Israël. Sa sœur Fanny va se marier avec Israël Feinberg, Lolek Feinberg, qui est un des fondateurs du Bilou. On va en parler, une organisation qui est venue retourner à la terre en Eretz Israël. Après, on aura aussi une quatrième famille qui va se joindre, qui est la famille Vilvoshitz-Shochat, mais on en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc, on parle en fait d'une tribu de 4 familles qui ont une importance énorme dans l'histoire du sionisme, mais commençons par la famille Belkind. La famille Belkind, Meir Belkind, que vous voyez ici en bas à droite, a étudié à la yeshiva de Vologine, donc c'est la plus prestigieuse des yeshivot de Lituanie à l'époque, au 19e siècle, mais il s'est fait éjecter parce qu'il a été chopé en train d'étudier des livres séditieux, il étudie des ouvrages de la Haskalah, il a essayé de se justifier que c'est important de connaître aussi, en dehors de la Torah, d'autres idées, mais ça lui a pas servi. Il a été jeté de la yeshiva, c'est pas important, il va rentrer à la maison et alors il sera pas rabbin de communauté, mais il aura un cheder, il aura une école pour les petits-enfants. Et c'est très important parce que dans cette école où il va enseigner la Torah à des petits garçons, ben, il va inviter sa fille Olga à se joindre. Et sa fille Olga va apprendre l'hébreu, va apprendre le Tanakh, va apprendre la Mishnah, va apprendre un tas de choses que les jeunes filles à son époque n'apprennent pas. Donc Olga a une éducation très sioniste et très religieuse. Vous voyez au-dessus une citation de Israël Belkin, donc son frère, dont je citais il y a un instant. Vous le voyez sur la photo. Et il écrira, en général, quand on parle des gens importants, ben, on parle de ceux qu'on entend, ceux qui savent crier, qui savent s'imposer, qui savent se mettre sur le devant de la scène, mais on oublie un peu les gens tranquilles qui, en fait, font tout le boulot. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. La famille Belkin n'est pas une famille qui fait beaucoup de bruit, mais une famille qui fait du travail et qui va faire énormément pour Am Israël. Et Israël Belkin, Berel Katznelson, qui va être un des leaders du mouvement socialiste sioniste, va dire que c'est l'homme des ratages. Il a à peu près tout ce qu'il a fait dans sa vie, il l'a raté. Alors, où est l'importance de Israël Belkin? C'est l'homme des débuts. C'est quelqu'un qui a des rêves
qui essaye de réaliser ses rêves. Il ne réussit pas, mais c'est important d'avoir un rêve, de commencer, puis quelqu'un d'autre après réussira où lui a échoué. Alors, c'est ce que dit très bien, très joliment Berl Katzenelson, Israël Belkin, aya Adam lo yitzlach, kochoya beyozma lo bebitzua. Sa force était dans l'esprit d'entreprise, pas dans la réussite. Il n'a jamais très bien réussi. Il a créé à Yafo en 1889 une école, la première école où on étudie en hébreu. Très vite, elle a fermé par manque de subventions. Mais aujourd'hui, on a tout un système éducatif en hébreu. C'était pas évident à l'époque. À l'époque, chacun étudiait dans sa langue, en yiddish ou en arabe ou en ladino ou en russe. Lui a voulu instaurer l'hébreu comme langue de l'enseignement. En 1903, il crée une école agricole où il amène des orphelins rescapés du pogrom de Kishinev. Là aussi, ça a duré 3 ans et il y aura des problèmes de financement et l'école va fermer, les enfants sont transférés dans d'autres institutions. Mais c'est pas important. Ils commencent et les idées suivent et vont après être développées des fois par d'autres. Donc ça, c'est Israël Belkin, le grand frère d'Olga. Israël Belkin est membre fondateur d'une organisation que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler, qui s'appelle le Bilou. Bilou Bet Yaakov Lechun Venelcha, Maison d'Israël, allons et montons en Israël. Donc c'était la première organisation sioniste qui vient avec un programme, des gens qui s'organisent autour d'une idéologie. C'est-à-dire que des gens qui montent en Eretz Israël pour y vivre, pour étudier la Torah, même pour faire de l'agriculture, Zichron Yaakov ou autre, il y a des groupes qui sont, mais un groupe idéologique et qui vient avec une idéologie de monter en Eretz Israël et de retourner à l'agriculture et au socialisme, ça c'était l'invention du Bilou, c'est pour ça que c'est tellement important. Il y a un village en Israël qui s'appelle Kfar Bilou, Sommet de Bilou, il y a un carrefour très important à côté de Rehovot. Mais ce que j'ai découvert en préparant cette conférence, que je ne savais pas moi-même, c'est qu'ils n'avaient pas commencé en appelant leur organisation Bilou. Alors, d'abord, il faut se rappeler que Bet Yaakov le Venelcha, c'est une citation d'un verset, mais c'est un verset tronqué. Parce que le verset, c'est le Bet Yaakov le Venelcha Be'or Hashem. Allons à la lumière d'Akadosh Baruch Hu. C'est des gens religieux. Ils sont religieux, mais un petit peu plus light. Ils ont un petit peu laissé tomber la partie Be'or Hashem. Mais à l'origine, ils avaient un autre nom. Ils s'étaient appelés Dabiou. Dabiou, c'est un autre verset, c'est le verset où Dieu dit à Moïse, Daber el Bene Israël veïsaou, parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent la route du pays d'Israël. Seulement, ils se sont rendus compte que Dabiou, c'est très bien, mais de dire aux autres, allez en Israël, ça marche pas. Vous connaissez la blague, qu'est-ce que c'est qu'un sioniste? C'est un personnage qui prend l'argent, c'est un juif qui prend l'argent d'un second juif pour envoyer un troisième juif en Eretz Israël. Alors, Dabiou, d'aller parle aux enfants d'Israël pour qu'ils partent, ça marchera pas. Il faut donner l'exemple. Donc, Bet Yaakov, le on va aller monter, on va donner l'exemple aux autres et on va monter en Eretz Israël. Et effectivement, en 1881, les premiers Bilouim prennent la route et montent en Eretz Israël. Alors pourquoi en 1881? Parce que 1881, c'est l'assassinat du tsar Alexandre II. Le tsar, il y a des anarchistes qui lancent une bombe sur le carrosse du tsar. Le tsar est tué et la police secrète va réagir en encourageant des pogroms contre les juifs. Ce qu'on va appeler dans l'histoire juive, l'histoire sioniste, Soufot Banegev, les tempêtes dans le Negev. Pourquoi tempête Negev? D'abord parce que c'est un verset, de nouveau un verset d'Isaïe. Massa midbariam que soufot Banegev. D'abord, c'est un verset qui parle de catastrophe. Et Negev parce que les pogroms auront lieu au sud de la Russie. Et donc, comme conséquence de ces pogroms, il y a une très grande vague d'émigration de juifs de Russie, la majorité aux États-Unis, et une petite partie vers Eretz Israël. Les Bilouim en font partie, et ils arrivent donc en Eretz Israël. Dans ces Bilouim qui partent, il y a les frères et la sœur de Olga, donc il y a Israël et Yosef, ses frères, et Fania, sa sœur. Alexandra est plus jeune, elle est encore à la maison, mais les grands frères et le père et les parents vont suivre.
la petite jeune restée pour faire des études. Et ils partent en Eretz Israël. Olga, qui elle est en train de faire des études en Russie, ne part pas avec ses frères et sœurs et ses parents. Par contre, elle aide le mouvement. Elle publie des manifestes dans les journaux, surtout dans le Hamelitz, un journal sioniste qui paraît en Russie, et elle parle du fait qu'il faut monter en Eretz Israël. Donc elle fait la propagande sioniste, mais pour l'instant, elle est toujours encore en Russie. Donc elle est déjà importante. C'est pas une femme d'intérieur, une femme cachée, une femme à la cuisine. Elle écrit des articles pour encourager les Juifs à rentrer en Eretz Israël. Je laisse tomber. Et elle veut travailler, elle va apprendre un travail, et le travail qu'elle réussit à apprendre, c'est télégraphiste. Bon, c'est pas elle sur la photo, c'est juste une télégraphiste pour la photo, mais elle se trouve dans la ville de Mogilov comme télégraphiste. Et un beau jour arrive un commandant de l'armée tsariste, le commandant Sergei Féodorov, qui arrive avec toute la hargne et la super d'un officier de l'armée tsariste. Il pose son chapeau, il asperge Olga de neige sans aucun respect, il lui donne un télégramme à envoyer, et elle commence à taper le télégramme. Et alors Sergei Féodorov va lui dire la chose suivante, mademoiselle, je ne sais pas si elle a dit mademoiselle, c'était pas, enfin, et toi, l'employé, pourquoi tu tapes tellement lentement? C'est quoi c'est quoi ce rythme de frappe de mon message? Alors Olga s'en laisse pas compter. Olga se lève, elle quitte son siège, elle se lève, elle lui répond, Monsieur l'officier, si vous n'êtes pas content de la vitesse à laquelle je tape le message, prenez ma place et tapez le message vous-même. Alors là, le Sergueï, il est complètement scotché. C'est quoi ça? C'est quoi cette réponse? Il n'a jamais vu comme ça une jeune fille avec tant de maîtrise de soi et qui ose parler comme ça à un officier du tsar. Euh, il tourne kazakh et il s'en va et Olga tape son message et attend la réponse. En l'après-midi, la réponse arrive. Ce commandant était responsable de poser une nouvelle ligne de chemin de fer dans la région de Mogilov. Quand Olga déchiffre le message, puisque ça arrive en morse, et quand elle le déchiffre, elle se rend compte que le gars est un personnage important. Et quand il arrive pour demander la réponse, il a déjà changé par rapport au matin. Il jette plus sa casquette avec la neige sur la table de Olga, mais il vient avec une rose et il lui parle très poliment, Mademoiselle, est-ce que j'ai reçu la réponse? Et elle lui donne sa réponse et elle lui dit, je vois que vous êtes un personnage important, j'ai vu d'après les titres qu'on vous donne, alors est-ce que vous pouvez m'aider? Alors Sergueï, qui est déjà sidéré par cette jeune fille et son aplomb, lui dit, OK, qu'est-ce que tu veux? Et elle dit, ben, je voudrais faire des études à Saint-Pétersbourg, dans la capitale impériale. Seulement à l'époque, les Juifs n'ont pas le droit de résider. Il y a ce qu'on appelle en hébreu Troum HaMoshav, la zone de résidence, là où les Juifs avaient le droit de résider en Russie. Saint-Pétersbourg n'en fait pas partie. Elle lui dit, est-ce que vous pouvez m'obtenir un permis de résidence à Saint-Pétersbourg? Je voudrais faire des études de sage-femme. Et Sergueï, qui est entièrement soufflé par l'aplomb de cette jeune fille, lui dit, je vais essayer. Et effectivement, il va lui obtenir un permis de résidence à Saint-Pétersbourg et va l'aider à se faire accepter comme élève à l'école de sage-femme de Saint-Pétersbourg. Lui, il est à Mogilev, il s'occupe de son chemin de fer. Et comme ça, cette demoiselle, qui n'a pas encore 20 ans, arrive dans la capitale impériale, la capitale tsariste, et en là-bas, elle rencontre, bon, elle fait l'école de sage-femme, il faut bien qu'elle vive, donc il faut qu'elle travaille. Elle se fait engager dans un hôpital qui s'occupe des jeunes filles de l'aristocratie russe, les jeunes filles de bonne famille qui sont tombées enceintes hors mariage. Il faut s'occuper de leur grossesse, s'occuper de l'accouchement, s'occuper du bébé, et tout ça sans faire de vagues, des scandales. Et donc là, d'abord, elle apprend son métier de sage-femme, mais elle commence à connaître un petit peu l'aristocratie russe. Mais ce qui la branche, elle, c'est les cercles réactionnaires, les cercles de ce qui s'appelle les narodnikim. Narodnia, ce sont ces jeunes de bonne famille, de la bourgeoisie, qui pensent qu'il faut changer le système et on peut changer le système par le bas. Donc, c'est des jeunes de la bourgeoisie qui viennent travailler dans les usines, qui viennent travailler dans les villages, dans l'agriculture,
pour dire on va changer le système et on va faire tomber le tsar, on va faire un système plus juste. Et Olga Belkind, dans son appartement, accueille des réunions secrètes de ces narodnikim. D'ailleurs, c'est complètement interdit. La police secrète les arrête quand elle le peut. Il y a un pot de fleurs sur la fenêtre. Si le pot de fleurs est sur la fenêtre, c'est qu'on peut monter pour la réunion. S'il n'y a pas de pot de fleurs, restez à distance. Il y a la police qui rôde. Et en plus des narodnikim, elle découvre les activistes sionistes. Et elle va aussi assister aux réunions des activistes sionistes. Et elle va aussi en inviter chez elle. Et elle va rencontrer Yalag, Yudalev Gordon, elle va rencontrer Zev Tiomkin et tous les activistes sionistes qui tournent à Saint-Pétersbourg, dans la capitale. De nouveau, c'est aussi une activité subversive pardon, et interdite par la police du Tsar. Donc c'est une jeune fille qui prend beaucoup de risques. Mais alors, coup de tonnerre. Un beau jour, elle rentre de ses cours, elle se promène avec ses amis le long du fleuve, et tombe nez à nez avec un officier de l'armée tsariste, Sergei Fedorov, le gars qui lui a qui lui a organisé son permis de séjour à Saint-Pétersbourg, qui est tombé amoureux fou, le coup de foudre directement quand il l'a rencontré. Elle aussi approuve des sentiments pour lui, et ils commencent à flirter ensemble. La jeune juive révolutionnaire et sioniste et l'officier tsariste, et elle va l'amener dans les réunions des Narodnokim, des réunions sionistes qui sont entièrement interdites par les lois russes. Elle emmène là-bas un officier russe qui sympathise. Ça va aller très loin, elle va même tomber enceinte de Sergei. Ça va pas arriver à terme, elle va avoir une fausse couche. Et cette fausse couche va mal se passer, et c'est pour ça que Olga n'aura jamais d'enfant. Mais la famille qui est montée en Eretz Israël commence à se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe avec Olga, et puis c'est quoi cet officier russe avec qui elle sort. Il faudrait rapidement la sauver des bras de cet officier russe. Il faut la faire venir en Eretz Israël. Alors d'abord, il y a des liens épistolaires. Ça, c'est une lettre que lui envoie son frère Israël Belkind. Shalom Olga Ekara, comment ça va à Saint-Pétersbourg? Tu ne nous racontes pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la vie est dure, la vie est belle, qu'est-ce qui se passe? Moi, je t'écris d'un nouvel endroit où nous sommes installés en Eretz Israël, à Yunkara, qu'on a appelé maintenant Rishon LeZion. Ne crois pas que c'est facile, c'est très difficile. Petar Tikva, c'est très sale. Yafo, c'est très pauvre. Il n'y a pas de boulot, mais on n'est pas venu pour se plaindre, on est venu pour changer la situation. Et le père va plus loin parce qu'il veut faire venir sa fille en Eretz Israël. Il lui écrit que Fania, la sœur, pardon, sa sœur, donc, qui est mariée avec Yosef Feinberg, est enceinte. Maintenant, Olga, tu es sage-femme, viens aider à l'accouchement de ta sœur, puisqu'il n'y a pas de sage-femme en Eretz Israël. Elle est amoureuse de son Fyodorov à Saint-Pétersbourg. Donc, de ce qu'elle décide, elle va venir pour 1 ou 2 mois en Eretz Israël, s'occuper de sa sœur, et après elle retourne à Saint-Pétersbourg. Elle va effectivement venir en Eretz Israël, mais elle ne quittera plus jamais Eretz Israël. Alors elle arrive, et ce sera donc la première sage-femme avec diplômée qui arrive en Eretz Israël, et très vite elle va faire une grande clientèle parmi les Juifs, parmi les Arabes, parce qu'à l'époque, pour accoucher, on a le choix ou demander l'aide des voisines, ou alors toutes sortes d'accoucheuses qui récitent des litanies, qui écrivent des camées, on dit en français, caméotes, mais c'est pas très professionnel. Et donc, elle se fait une grande clientèle. Et là, il faut maintenant que je passe à Yoshua Khankin, puisque Olga Belkin va devenir Khankin. Alors, qui est Yoshua Khankin? Yoshua Khankin, c'est un jeune homme qui a 16 ans à l'époque, qui vient en Eretz Israël, elle est déjà plus âgée, qui vient avec ses parents qui font aussi partie du Bilou et qui vont donc s'installer dans ce premier village du Bilou à Rishon LeZion. C'est un garçon qui sait se battre. Donc, quand il y a des rixes avec les Arabes, il sait se défendre. Vous voyez la photo, les yeux rêveurs, les cheveux longs. Ça, c'est Yoshua Khankin qui vient donc avec ses parents à Rishon LeZion. À la même époque,
Euh, les Chovevet Sion, donc le mouvement des amants de Sion en Russie, se rend compte qu'il y a un grand problème, puisque les Juifs rentrent en Eretz Israël et qu'ils veulent acheter des terrains pour faire de l'agriculture, mais ils ne savent pas acheter des terrains. Ils comprennent rien à la mentalité, ils parlent pas la langue arabe, ils comprennent rien à la mentalité arabe, ils comprennent rien au système légal turc. Donc c'est le fiasco total parce qu'ils se font rouler par les vendeurs. Ils achètent, mais souvent après, c'est pas entériné par la loi turque, interdit toutes sortes de choses. Ils se retrouvent avec des contrats qui ne sont pas valables. Et donc, ils décident de créer une organisation pour acheter les terrains. Ils vont appeler ça le Vaad Chalutze Yesuda Ma'ala. Vous le voyez à gauche, avant-garde comité pour la colonisation de la Palestine. Il crée ce comité en mars 82 et le père Hankin en fait partie. Yoshua Hankin aussi va aider. Donc c'est le début de ce qui va être sa mission de toute sa vie, d'acheter des terrains en Eretz Israël. Alors le premier achat qui est donc fait va être les terrains de Ayun Kara où seront construits Rishon et Tzion. Vous voyez en bas à gauche la première rue de Rishon LeZion. Au-dessus, vous voyez le logo de Rishon LeZion. Et à gauche, Chaim Amzaleg. Chaim Amzaleg, on en avait déjà parlé, qui est le consul britannique à Yafo, un juif bien sûr, un juif de Gibraltar. Et c'est lui, en fait, qui achète les terrains. Les terrains sont achetés à son nom, puisque, comme j'expliquais, les juifs de Russie ne peuvent pas acheter de terrain. La loi turque ne permet pas à des juifs étrangers d'acheter des terrains, c'est en façon de lutter contre l'immigration juive. Et donc, on faut acheter ou avec des juifs qui sont citoyens ottomans, ou des juifs qui ont des charges dans les empires européens, comme par exemple Rayman Zaleg, qui en tant que consul peut acheter, et donc les terrains sont mis à son nom. Seulement, après 2 mois d'installation à Rishon LeZion, ils font faillite, ils n'ont plus d'argent. Ils se sont installés en juillet. En fin août, ils sont déjà dans la dèche. Et ils envoient l'Oleg Feinberg, pas l'Oleg Belkind, le beau-frère, puisque Belkind, Israël Belkind, il a sa sœur Fania, qui est mariée avec Yosef Feinberg. Elle a un frère qui s'appelle Israël Feinberg, et qui lui aussi est à Rishon LeZion. J'ai dit, c'est des familles, c'est les tribus qui ont contribué à l'État d'Israël. Et l'Oleg Feinberg va aller à Paris rencontrer le baron de Rothschild, et demander son aide. Le baron de Rothschild va aider, va prendre la Moshava, le village agricole, sous ses ailes, mais il va dire, OK, je donne de l'argent, mais je mets en place une administration qui va gérer le village en mon nom. Et là, ça va très vite être le clash entre Yoshua Osvitsky, qui est l'administrateur du baron, et les paysans. D'abord, par exemple, le baron, par l'intermédiaire de Yoshua Svitsky, leur impose de faire de la vigne. Alors qu'eux, ce qu'ils voulaient, c'était se nourrir. Ils voulaient faire du blé, ils voulaient faire des pommes de terre. Le baron a dit du vin, on va faire du vin. Mais Svitsky règle tout. Qui a le droit à une maison, quelle taille de la maison, et qui va aller faire des études. Enfin, il est très, très... il se mêle de tout. Et finalement, les paysans se rebellent contre l'administrateur. Un des meneurs, Michael Alperin, on a l'occasion qu'on parle une conférence sur lui parce que c'est quelqu'un qui mérite une conférence à part entière. Michael Alperin rentre du boulot, il se rend compte que sa porte a été forcée, toutes ses affaires sont sur le trottoir et c'était sur l'ordre d'Auschwitz qui voulait le jeter de Rishon LeZion à cause du fait qu'il n'acceptait pas les ordres de Auschwitz. Du coup, il y a une révolte contre Auschwitz et il y a donc d'un côté l'administrateur et l'administration, de l'autre côté les villageois, et ça va pas bien du tout. Et sur ces entrefaites, le baron Edmond de Rothschild fait son premier voyage en Eretz Israël. Alors il arrive, il entend ce qui se passe, et là de nouveau, celle qui va réussir à baisser les flammes, ça va être Olga Khankin, parce que le baron est très clair. Vous n'acceptez pas mon administration, pas de problème. Je reprends mon argent, débrouillez-vous tout seul, c'est-à-dire fermer le village et retourner en Russie. C'est de ça qu'il s'agit, parce que sans argent, rien ne marchera. Et Olga Belkin va organiser les femmes de ces paysans, va dire, on va aller rencontrer Madame la baronesse, Adélaïde,
Elle est venue avec son mari. Edmond fait la visite des différents villages, etc. Elle est fatiguée, elle se repose à Yafo. Et Olga Belkin emmène les femmes de Rishon LeZion à la rencontre de la baronesse Adélaïde, en hébreu Ada. Le village Givat Ada porte son nom. Et elle va expliquer que c'est pas une révolte contre le baron, c'est que l'administrateur Yoshua Svitsky ne comprend rien aux villageois, et il faudrait le changer. Et finalement, ce que ça va réussir, elle va en parler à son mari, et Edmond de Rothschild va accepter de chasser Yoshua Oswitzky, c'est-à-dire on va pas le chasser, de le jeter complètement, mais on va lui donner un autre poste ailleurs. Il sera plus le directeur de Rishon LeZion. Par contre, pour faire bon poids et bonne mesure, il faut pas être uniquement d'un côté. Donc le baron décide que les familles qui ont les meneurs vont aussi être chassés. Donc d'un côté l'administrateur qui est allé trop loin, mais aussi les familles des meneurs. Et les familles des meneurs, c'est Hankin, Belkin, Feinberg. Donc la tribu dont on a parlé se retrouve expulsée de Rishon LeZion. Et là aussi, ils décident on reste et on s'en fout. Et c'est Olga qui va dire il faut pas qu'on reste parce que si on s'entête, le baron sera furax et c'est toute la Moshava qui risque d'être détruite. Alors il vaut mieux que nous on quitte, mais que la Moshava continue. Et c'est Olga qui va convaincre la famille de quitter momentanément Rishon LeZion et d'aller à Gedera. Gedera qui est un nouveau village agricole qui a été construit par le Bilou, donc l'organisation dont ils font partie, mais qui ne dépend pas du baron de Rothschild. Et donc les Feinberg et Belkin se déplacent vers Gedera. La famille Khankin, elle, retourne à Yafo. Et c'est là, à Gedera, que Olga Khankin, que vous voyez à droite, va se marier avec Olga Belkin, avec Yoshua Khankin. Vous voyez la photo, il y a une très très grande différence d'âge. Il y a 13 ans de différence entre les deux. Et ça, à l'époque, c'est pas possible. Une femme de 13 ans plus âgée ne peut pas se marier avec ce jeune homme. Donc, les deux familles essayent de foutre en l'air le chidour, mais les deux s'aiment et ils décident de se marier. Et ils se marient malgré l'avis des familles, un mariage qui va tenir le coup jusqu'à leur vieillesse, jusqu'à la mort. On en reparlera tout à l'heure. Alors, la famille Khankin, je dis, est passée à Yafo. Et là, à Yafo, c'est le centre névralgique de la région. Il y a là-bas l'arrivée des immigrants qui arrivent au port. Il y a les changeurs de monnaie, il y a les banquiers, il y a les effendim arabes, les grands propriétaires terriens arabes qui préfèrent habiter à Yafo, ceux qui n'habitent pas à Beyrouth ou à Damas. Et Yoshua Khankin va les rencontrer, va commencer à s'occuper d'achat de terrain. Mais en fait, de nouveau, on va y arriver tout de suite. Euh, un autre personnage qui se trouve à Yafo, c'est un baron russe qui s'appelle Plato von Ustinov. Plato Ustinov est un officier de l'armée tsariste qui a été blessé à la guerre, qui ne peut plus combattre et qui commence à s'intéresser aux antiquités, ça c'est pas grave, mais il fait une grosse erreur, il se convertit au protestantisme. Et ça c'est interdit par la loi en Russie. La Russie est chrétienne provoslave, russe orthodoxe, et si il se convertit au protestantisme, donc ses biens seront confisqués et lui sera envoyé vers la Sibérie. Heureusement, il a un cousin qui est proche du tsar et qui s'arrange pour qu'il puisse quitter avec ses biens la Russie. Il quitte vers l'Allemagne, il est accueilli en Allemagne, il va être anobli, son titre de baron va être confirmé par la reine du Wurtemberg, et comme ça il devient von Ustinov. Et comme il est malade à cause de sa blessure et que les médecins lui disent qu'il faudrait qu'il aille dans un climat plus chaud, il va vers l'Italie et finalement il arrive à Yafo. À Yafo, il y a là-bas une colonie de Templiers allemands. On a parlé déjà de Sarona, de la Moshava Amerikait aussi, ça c'est dans une autre conférence. Et il rachète un bâtiment aux Templiers allemands, le bâtiment que vous voyez devant vous, que c'est énorme, c'est un palais, ça va être un hôtel, ça va être beaucoup de choses. Mais ce qui est très important, c'est qu'un étage, il va le consacrer à être un hôpital. Il n'y a pas encore d'hôpital à Yafo, et il ouvre le premier hôpital de Yafo. Comme il ouvre un hôpital, il a besoin de médecins, il a besoin d'infirmières, et il va contacter Olga,
puisqu'il est russe, elle est russe, ils parlent la même langue, et va inviter Olga à être sage-femme et infirmière dans son hôpital. Et ça va être le début d'une grande amitié entre le baron Plato von Ustinov et Olga Khankin. Ça aura son importance dans la suite aussi. Alors, Plato, vous voyez, d'abord dans les souvenirs de Itaï Héline, elle raconte que le jardin de la maison des Ustinov était magnifique. Il y avait là-bas toutes sortes d'arbres, toutes sortes d'animaux. Il y avait un tas de singes qui grimpaient dans les arbres. C'était ouvert au public, on pouvait se promener là-bas. Et au début de la première Aliyah sioniste en 1882, je rigole toujours parce que 1882, il n'y a pas encore de mouvement sioniste. Herzl va créer le mouvement sioniste en 1895, en 1897, le premier réunion sioniste à Bâle, le congrès sioniste à Bâle. Mais c'est les Chovet Zion, les amants de Sion, et ils ont donc à l'hôpital, chez le baron von Ustinov, à gauche, vous voyez, c'est pas le baron, c'est son fils. Son fils, Peter Ustinov, l'acteur hollywoodien, qui est le fils du baron euh, Plato von Ustinov de Yafo. Alors, Olga rencontre ce Ustinov dans le dispensaire médical et elle fait d'autres rencontres, c'est que elle est sage-femme. Et j'expliquais qu'à l'époque, il n'y a pas de sage-femme en Eretz Israël. Donc, les femmes juives et les femmes arabes qui veulent être soignées dans un niveau médical européen font appel à Olga Khankin. Et il y a parmi les Arabes beaucoup de castes, et la caste importante, ce qu'on appelle les Effendis, c'est les grands propriétaires terriens qui ont des belles maisons. Là, vous voyez la maison d'un Effendi, c'est pas Yafo, c'est la photo de Bet Effendi à Nitsanim. J'en ai pas trouvé de Yafo, mais il y en a aussi à Yafo. À droite, vous voyez l'Effendi qui est en train de fumer son narguilé. Et il y a un Effendi qui s'appelle Boutrous Rock. Comme les Effendim arabes, il vient de se marier avec une petite jeune, sa princesse. Cette petite jeune tombe enceinte et quand elle est en fin de grossesse, elle dit à sa mère, il n'est pas question que la rebouteuse locale me fasse accoucher, je veux Olga. Elle le dit aussi à son mari, si elle vient chez son mari pour lui dire qu'elle veut Olga, ben, elle aura Olga pour son accouchement. L'accouchement se passe bien, naît un garçon, très important pour monsieur Boutrous Roch, et quelques jours après, Olga vient pour toucher son salaire et elle va dire à l'Effendi, je préfère que tu parles de salaire avec mon mari, ça il le prend très bien. Les Arabes n'aiment pas discuter affaires avec une femme. Arrive Yoshua Hankin, et ça, Olga l'a fait exprès, et Yoshua va lui dire, écoute, je veux pas d'argent. Ma femme est d'accord de renoncer à un salaire. Ce que je veux, tu es propriétaire de terrain près de Yafo, Admod Doura, et je voudrais les acheter. Et ce que je veux, c'est que tu t'engages à ne les vendre qu'à moi. Parce que je sais que tu veux vendre des terrains. La plupart des FNDIM voulaient vendre leurs terrains parce que les Juifs arrivent, veulent acheter des terrains, les prix montent, ils veulent vendre. Il y a toutes sortes de magouilleurs qui viennent se faire se transforment en agent immobilier et dit Yoshua Hankin, en remerciement du travail de ma femme, je veux que tu t'engages à me vendre à moi les terres de Doura. Et Boutrous Roch accepte. C'est à Yoshua Hankin qu'il va vendre les terrains. Donc le premier achat de Yoshua Hankin, il le doit à Olga. On a déjà vu que c'est elle qui a sauvé Rishon LeZion. Maintenant, c'est elle qui aide son mari à se lancer dans sa mission, ce qui va être la mission de sa vie, d'acheter des terrains, grâce au fait qu'elle a accouché la femme de l'Effendi. Et donc, il achète 10 000 dunams. 10 000 dunams, c'est 1000 hectares. Khirbet Duran, c'est là où va être créée une moshava qui va s'appeler Rehovot. Il y a un petit problème. En fait, il y a deux problèmes. C'est que Yoshua, d'abord, s'est engagé à payer un acompte non remboursable et à payer le solde en quelques mois, quand il n'a pas le premier centime de cet argent qu'il s'est engagé à payer. Alors, il pensait que c'est très facile. Il a maintenant des terrains, il va réussir à les vendre à des organisations sionistes ou des gens qui arrivent en Israël. Mais il y a beaucoup de politiques et il n'arrive pas à les vendre. Alors, il n'arrive pas à les vendre, il est coincé. Alors, celle qui va de nouveau aider, c'est Olga. Première chose, c'est qu'elle va aller convaincre sa famille de se porter garant du prêt et d'essayer avec les économies de la famille, de payer en fait les mensualités qu'il faut payer maintenant à Boutrous.
Donc, elle aide financièrement à conclure l'achat. Mais le problème, c'est que Yoshua n'a pas d'argent. Il l'a acheté pour le revendre. Si personne n'achète, il est coincé. C'est pas lui, il n'a pas besoin de 1000 hectares pour Yoshua Hankin. Il n'est même pas agriculteur lui-même. Et alors, Olga va avoir une autre idée. Elle va dire, ben, on va faire une grande fête. On va fêter l'inauguration du nouveau village qu'on va appeler Rehovot. Et elle fixe ça pour Purim. Et ils font une grande fête. Qui c'est qui s'installe? Ben, vous avez compris, la famille Belkind, la famille Feinberg, la famille Hankin. Et comme il y a la grande fête et il arrive beaucoup de gens, ben, il y a des gens qui vont acheter des terrains à Rehovot et il arrive à commencer à vendre une partie des terrains, mais pas tout. Il a 1000 hectares, c'est beaucoup. Alors, à ce moment-là, sur ces entrefaites, arrive une organisation sioniste de Russie qui s'appelle Menucha Ben Achala et qui dit, OK, nous, on est intéressés à acheter tout le reste du terrain. Mais on a une condition, on veut que tu t'engages à nous procurer des certificats, des permis de construire pour construire nos maisons. Et ça, de nouveau, dans la lutte des Turcs contre l'immigration juive, surtout de Russie, il y a deux interdits majeurs. Un, c'est interdit d'acheter des terrains. Deux, interdit de construire. Donc, qu'est-ce qu'on fait si ils veulent acheter seulement si on peut construire des maisons et on peut pas construire de maisons. De nouveau, l'idée va venir d'Olga qui va dire à son mari, j'ai une idée. Tu vas demander aux Turcs des permis pour construire des étables pour les animaux. Et puis après, on transformera les étables en maisons d'habitation. Alors ça, c'est une idée de Olga à Rehovot. Ça va être copié dans d'autres moshavot. Alors là, vous voyez la maison que vous voyez ici, c'est une photo que j'ai prise, c'est pas moi que j'ai pris, pardon, que j'ai trouvé une photo à Miskeret Batia, qui est un autre village qui est de la même époque. Et vous voyez la même chose, cette maison à deux étages qui est très simple, parce qu'en fait, c'était une étable à laquelle on a ajouté un deuxième étage pour en faire un bâtiment d'habitation. Maintenant, le problème qu'ils ont, c'est que pendant qu'ils sont en train de construire, arrive là-bas le gouverneur turc, pardon, le gouverneur turc de Yafo, qui rentre dans une colère dingue, il dit, mais c'est quoi ça? Vous avez des permis pour construire des étables. Il dit, oui, c'est des étables. Il dit, moi, j'ai jamais vu des vaches qui montent des escaliers. C'est quoi deux étages? Les vaches, elles vont monter le deuxième étage? Non, 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 vous n'avez pas compris. Le premier étage, c'est pour les vaches. Le deuxième étage, c'est le matériel agricole, c'est le fourrage et tout ce dont les vaches ont besoin. Alors, bien sûr, on lui graisse la patte, le bakchiche obligatoire. Le gars, il se calme et en fait, c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est cette idée d'Olga qui va être l'idée comment contourner l'interdiction des Turcs de construire des maisons en construisant des étables et en les transformant après en maisons d'habitation en payant les pots de vin nécessaires dans le régime turc. Donc, toujours encore Olga. De là, Joshua explore, tourne pour chercher les terrains. Les prochains terrains qu'il va trouver, un endroit qui s'appelle Al-Hadera, aujourd'hui la ville de Hadera, mais à l'époque c'est un endroit de marécage. Al-Hadera en arabe, ça veut dire la verte parce que ce sont des marécages. Et quand il arrive là-bas, il se fait attaquer par des bédouins, il rentre à la maison, il est blessé. Olga est infirmière, elle va le soigner, elle va le réconforter, et la prochaine fois qu'il retourne là-bas, elle va l'accompagner. Je dis, c'est une importance. C'est l'héroïne, elle est dans les coulisses, mais dans les coulisses, comme acteur de premier plan, même si c'est dans les coulisses, puisque c'est elle qui va encourager Yoshua à pas perdre courage et acheter ce terrain de Hadera. Le problème, c'est que Hadera, j'ai dit, ce sont des marécages sévères. Alors, effectivement, on pourra faire un port, on pourra faire assécher le marécage pour en faire des terres arables. C'est ce que Yoshua va raconter aux acheteurs potentiels. J'ai un terrain formidable, il y a plein d'eau, on peut faire de l'agriculture, c'est génial, c'est près de la mer, on peut faire de la pêche, on pourra faire un port. Le problème, c'est que l'assèchement des marécages, ça va pas être évident. Ça va prendre très longtemps. Là, vous voyez le travaux d'assainissement. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est faire des canaux de drainage qui vont drainer le marécage vers la mer. Mais en attendant, il y a les moustiques des anophèles et les gens vont tomber comme des mouches. Ils vont être malades de la malaria. Là, la photo que vous voyez maintenant, c'est une photo au cimetière de Zichron Yaakov. Zichron Yaakov, c'est pas Hadera, c'est juste à côté, c'est à quelques heures de marche de Hadera. Et ce que vous voyez, c'est une photo du cimetière. Vous voyez en arrière-plan les pierres tombales. Et toutes les petites pierres que vous voyez devant vous, les petites matzevot, ce sont des pierres tombales d'enfants.
Donc il y a des dizaines d'enfants qui meurent de la malaria et il n'y a rien à faire. Il n'y a même pas de nom sur les matzevot. Il y a quelqu'un qui a une fois demandé aux anciens de Hadera pourquoi il n'y a pas de nom sur les matzevot. Ils disent ben, on ne pouvait pas. Si on avait mis des noms et qu'on s'était attaché aux enfants, on n'aurait jamais pu rester là-bas. Il fallait qu'on oublie et qu'on continue. Mais c'est très compliqué parce que maintenant, Olga Khankin, qui est infirmière, elle se trouve à Hadera et elle aide à soigner les gens malades de la malaria. Alors à l'époque, les soins, c'est la quinine. Alors elle est en train de faire une piqûre de quinine à un malade. Quand il y a un gosse qui l'appelle, viens vite à la maison, ma mère accouche. Elle arrive chez cette femme pour aider à l'accouchement. Arrive son mari, il dit fous le camp de la maison. Toi, la femme d'un assassin, tu vas venir accoucher ma femme. Ton mari, c'est un assassin. Par sa faute, on a déjà perdu 2 enfants. Tout le monde meurt. Tu nous as vendu des terrains où rôde la mort. On ne veut pas te voir ici. Et donc, Yoshua Hankin, non seulement il avait des problèmes avec les associations sionistes parce qu'ils y voyaient un concurrent dans l'achat des terrains, en plus, maintenant, il se fait attaquer comme assassin parce qu'il a vendu des terrains où la malaria fait des ravages énormes parmi les agriculteurs. Mais de nouveau, Olga est à ses côtés pour l'encourager et il continue. Alors, vous voyez à droite Olga avec son fouet à la main parce que elle est sage-femme, on l'appelle de jour comme de nuit, elle a son cheval, elle arrive partout où on l'appelle, toujours armée de son fouet pour se protéger si jamais elle est attaquée en chemin. Elle a peur de rien, Yoshua non plus. Ils sont faits pour s'entendre. Là, vous voyez dans leur vieillesse, on voit clairement la différence d'âge entre Yoshua et Olga, mais c'était un couple qui restait très uni jusqu'à la fin, bien qu'il n'ait jamais pu avoir d'enfant, je vous ai dit, puisqu'à cause de la fausse couche qu'elle avait faite à Saint-Pétersbourg. Sur ces entrefaites, l'Okhrana, on est en 1903, 1902, l'Okhrana, donc la police secrète du Tsar, veut envoyer un enquêteur en mission spéciale en Palestine. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il y a un certain problème. Alors, c'est l'époque où la Okhrana, la police secrète du Tsar, a rédigé un document horrible qui est très, très édité et lu jusqu'aujourd'hui dans les pays arabes, qui s'appelle les protocoles des sages de Sion, vous voyez à gauche, qui parle d'un complot juif mondial pour s'emparer de la planète. Et donc, il faut comprendre, qu'est-ce qui se passe en Palestine? Il y a euh, un baron juif de Paris qui fournit de l'argent pour acheter des terrains pour des juifs de Russie en Eretz Israël. C'est vraiment cet international juif qui veut s'emparer du monde. Donc il faut aller enquêter qu'est-ce qui se passe. Un autre sujet d'enquête, c'est qu'il y a des aristocrates russes qui sont partis de Russie et qui ont emmené avec eux des capitaux de façon illégale, illicite, par exemple le baron Stinov. Comment ils ont fait ça et qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Et troisième sujet d'inquiétude, il y a un très très grand mouvement de pèlerinage de Russes orthodoxes vers la Terre Sainte. Et ça, le tsar le voit d'un très bon œil parce que au lieu de s'occuper à se révolter contre le tsar et leurs conditions terribles, ben, ils vont épancher leur âme sur les lieux saints chrétiens et ils se calment et ça calme leurs énergies révolutionnaires. Donc le tsar voit ça d'un très bon œil, mais ils ont des comptes rendus comme quoi les pèlerins chrétiens russes sont très maltraités en Israël, donc il faut voir ce qui se passe, pourquoi ils sont maltraités. Et en plus, ils entendent qu'il y a aussi les Juifs et les Turcs sont en train de faire un système de chemin de fer qui va relier l'Égypte à la Palestine, à la Syrie, à la Turquie, à l'Europe. On a déjà parlé dans la conférence sur le chemin de fer d'Eretz Israël il y a 2 ans. Donc, nouveau, ça rentre dans le projet des anciens Sion. Et donc, ils décident d'envoyer un agent secret enquêter là-bas. Et qui est l'agent secret qui est choisi? C'est un ancien officier de l'armée tsariste du nom de Sergei Féodorov. Donc, l'amant de Olga dans sa jeunesse. Et ce gars-là arrive à Yafo. Il se trouve chez le consul russe en train de fouiller dans la paperasserie. Et il entend dans la salle d'à côté une engueulade entre le consul et une femme. Et il reconnaît la voix. C'est Olga qui est venue défendre les intérêts de son mari. Parce que comme Yoshua achète des terrains et que c'est interdit par la loi turque, les Turcs sont pleins au consul russe. Vous avez un ressortissant russe là qui enfreint la loi turque. Et donc le consul a rappelé Yoshua à l'ordre. Et Olga vient défendre son mari.
Et Sergei Fyodorov, entend la voix de Olga, ils se rencontrent, l'amour renaît. Olga lui raconte qu'elle lui a écrit plein de lettres. Seulement, elle les a toujours déchirées. C'était quand elle avait du vague à l'âme, elle écrivait des lettres à Sergei et elle l'a jamais oublié. Et ces lettres, elle les jetait à la poubelle. Et Sergei lui raconte que lui aussi espérait, lui avait dit qu'elle partait pour un mois et que souvent il allait au port d'Odessa attendre des bateaux qui venaient de Palestine en espérant voir Olga descendre d'un des bateaux. Donc ils se retrouvent et là maintenant Olga, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle suit la voie de l'amour, l'amour de jeunesse et qu'elle suit Sergei et qu'elle retourne en Russie ou elle choisit de continuer sa vie de sioniste engagé aux côtés de Yoshua Khankin? Et là, c'est une photo que vous avez déjà vue parce qu'elle va prendre conseil, elle va ouvrir son cœur chez son ami, son confident, le baron Ustinov. Et le baron Ustinov va lui dire, arrête tes conneries. Pardon, arrête tes bêtises. Ok, tu as été amoureuse dans ta jeunesse, mais ça c'est le passé, c'est ta jeunesse. Maintenant tu es mariée, tu as une mission. Chaque personne qui vient dans ce monde a une mission. Ta mission à toi, c'est d'accoucher les femmes en Eretz Israël. Il n'y a pas de sage-femme. Tu as sauvé des centaines de vies, tu as donné naissance à des centaines d'enfants. C'est une mission incroyable. Il faut que tu continues. Tu es marié avec Yoshua. Yoshua, il a besoin de toi. Il lui dit quelque chose d'incroyable. Il lui dit en fait, tu crois retrouver l'amour dans les bras de Sergei. C'est pas l'amour qui te manque. Ce qui te manque, c'est ton instinct maternel. Il te manque d'avoir un enfant. Mais ça, tu n'en auras plus, tu peux pas en avoir. Et c'est pour ça que la Providence t'a fait épouser Yoshua Khankin. Yoshua, c'est un enfant. Il a d'abord 13 ans de moins que toi. En lui, c'est un rêveur, un illuminé. Et en fait, ton instinct maternel, il trouve son épanchement dans le fait que tu es marié avec Yoshua. Alors reste avec Yoshua et laisse tomber le Sergei. C'est un très bon conseil du baron Faustinov. Et sur ces entrefaites, il y a un nouvel attentat en Russie et Sergueï est rappelé en Russie et ça c'est pour le bien de tout le monde et on ferme la parenthèse. Sergueï Fyodorov, Olga reste en Israël avec Yoshua et Sergueï rentre en Russie. Il y a le pogrom à Kishinev, il y aura 50 juifs vont être massacrés, beaucoup de dizaines, de centaines vont être blessés. Il y a une jeune fille qui, à la suite du pogrom de Kishinev, arrive en Eretz-Israël qui s'appelle Mania Wilboshvitz. Mania Wilboshvitz, elle aussi, à l'époque, l'année dernière, j'avais pensé faire une conférence sur elle, encore plus que sur Olga. Elle le mérite aussi. C'est aussi une femme un peu spéciale. Mania Wilboshvitz, elle est révolutionnaire russe, les Narodnikim. Les Narodnikim ont fait un attentat contre von Plehve, le ministre du Tsar, le ministre antisémite qui a déclenché le pogrom de Kishinev. Et elle se trouve en Allemagne pour acheter des armes pour la révolution. Et ça, c'est ce qui va la sauver parce que ses amis sont arrêtés et condamnés à mort. Elle n'était pas en Russie à ce moment-là. Et son frère va décider de l'exfiltrer vers la Palestine, où elle a déjà un frère qu'elle aime beaucoup qui s'appelle Tanhum. Et Nahum Bilboshitz, son frère, est marié avec la fille de Yosef Feinberg. Donc on revient toujours dans ce cadre de ces familles, Belkin, Feinberg, Khankin, Wilboschitz. Mania arrive et donc elle va devenir très proche de Olga et Yoshua qui vont l'accueillir. Pour Olga, ce sera la fille qu'elle n'a jamais eue. Elle est beaucoup plus jeune que lui. Et pour Yoshua, où elle est beaucoup plus proche de l'âge, comme il est tout le temps en train de se promener sur le terrain pour chercher des terrains à acquérir, elle va l'accompagner dans ses chevauchées pour chercher des terrains. Euh, Là, vous la voyez avec son futur mari, Israël Shochat. Dans la photo de droite, pardon, dans la photo de droite, vous les voyez tous les deux. Au centre, debout, c'est Israël Shochat. À gauche, c'est Mania. À droite, c'est Rachel Yanaït, la future épouse de Ben Tzvi. Et de nouveau, si vous regardez les âges, c'est pour ça que je les ai mis ici, Mania est né en 1878 et Israël est né en 1886. Il a aussi 12 ans de moins qu'elle. C'est une réédition du couple Olga-Yoshua, maintenant c'est Mania-Israël. Et Israël va être un des fondateurs du Hashomer, l'organisation de garde, de protection des villages.
Et Mania Shochat est pas loin derrière, parce que Mania, j'ai dit qu'elle t'a acheté des armes pour la révolution. En fait, elle avait déjà été arrêtée par la Okra, la police du Tsar. En prison, elle était tombée amoureuse d'un officier enquêteur. Mais quand il est devenu un petit peu trop pressant, elle l'a abattu d'un coup de pistolet. Alors voilà, ce sont et Olga et Mania, on peut faire des conférences rien que sur elles. Ce sont des femmes très spéciales, bien sûr. On a besoin du cadre. C'est pour ça que je raconte aussi sur Yoshua et les Feinberg, etc. Mais des héroïnes dont on n'a pas assez parlé. Mania Shochat, si, on en a beaucoup parlé. En Israël, on connaît ça, nom qu'on connaît. Olga Shochat, on connaît moins. Mais Mania Vilboshitz Shochat est plus connue. Alors, je reviens maintenant à Yoshua Khankin, qui va maintenant étendre ses achats. Il va arriver à Beyrouth chez un Effendi qui s'appelle Soursou, qui est triste. Vous voyez sa maison à Beyrouth. C'est pas une petite maison. Le mouvement sioniste, le Keren Kaimet, qui veut acheter les terrains de la vallée d'Israël. L'homme Eusleisen de Emek, allons racheter les terrains de Emek Israël, la vallée où on va construire les premiers kibbutzim. Euh, il y aura là-bas aussi les Moshavim, il y aura En Harod, Mayan Harod, Tel Yosef et Nahalal, etc. Et c'est Yoshua Hankin qui est derrière pour acheter cette fois-ci 60 000 dunams, donc 6 000 hectares. C'est le plus grand achat jamais fait. Seulement, le directeur du KKL, il dit non, d'accord, acheter Eretz Israël, d'accord, mais non, là c'est trop cher. Et puis c'est idiot d'acheter des terrains agricoles. Il vaut beaucoup mieux acheter des terrains urbains, ça se vend bien, les prix montent, alors que les terrains agricoles, on ne sait jamais où est-ce on met notre argent, on risque de perdre l'argent. Et donc le directeur du KKL refuse de débloquer les fonds, refuse d'acheter des terrains. Yoshua Hankin, qui a tout fait pour acheter ces terrains, va recevoir une aide inattendue de deux activistes sionistes, Chaim Weizmann, le futur président d'État d'Israël, pardon, et aussi il va être le futur président du KKL, et qui vont convaincre Nehemia de Lima, le président du KKL de l'époque. Yerouven, si tu es encore là, ferme s'il te plaît le micro, il y a un micro ouvert. Euh, et euh, il va donc réussir à acheter les 6000 dunams. Excuse, il faut que j'arrête le diaporama pour fermer le micro. C'est intempestif et c'est chaque fois la même chose. Je m'en excuse. Bien. Et ce qui est important, c'est que euh, pour comprendre qui est ce personnage de Yoshua Hankin, c'est que non seulement il achète les terrains de Emek Israël, mais il écrit le contrat dans sa chambre à Yafo en 1921, pendant le pogrom de 1921. Il y a un pogrom des émeutes, ce qu'on appelle les émeutes, Moraot Tarpa, pogrom à Yafo, où il y aura 14 Chalutzim qui vont être tués rien que dans le Beta Chalutzim. Il y aura des dizaines de morts à Yafo. Et lui est dans la rue à côté de là où les émeutiers sont en train d'assassiner les Chalutzim. Et lui continue tant que le contrat est pas prêt et finalisé, il va pas se mettre à l'abri. C'est plus important de finaliser l'achat des terrains de Emek Israël. Là, vous voyez à droite le Beta Chalutz, la plaque qui rappelle que 14 Chalutzim ont été assassinés là-bas dans le pogrom de 1921. Et à gauche, le Matsevet Achim, il y a un tombeau, une tombe commune où sont enterrés les victimes du pogrom de 1921 dans le cimetière Trumpeldor à Tel Aviv. J'ai une balade prévue là-bas à l'occasion. On ira sur le terrain. Là, on a la liste des achats. Je ne vais pas faire le détail. Tous les achats que Yoshua Hankin fait dans la vallée d'Israël. Il écrit des mémorandums pour le KKL, comment racheter, etc. À gauche, c'est une lettre écrite par un avocat du KKL qui va défendre devant les tribunaux la cause, parce qu'il faut comprendre que l'achat des terrains se fait en deux fois.
D'abord, on achète le terrain à l'Effendi, c'est le grand propriétaire terrien qui, lui, se trouve à Beyrouth, se trouve à Damas. Ils sont dans des villes plus agréables que Yafo, qui est une ville sale et où il n'y a rien à faire. Donc, il faut acheter les terrains. Une fois qu'on a acheté les terrains, on se retrouve avec des terres où il y a là-bas des métayers. Il faut aussi dédommager les métayers pour leur dire, quittez, on a acheté le terrain. Alors, légalement, pour leur dire, on a acheté le terrain, dégagez. Mais le mouvement sioniste va aussi dédommager les métayers. Et là, à gauche, c'est l'histoire d'un procès où les métayers de la vallée d'Israël vont dire, ah non, les terrains nous appartiennent. Vous avez acheté à l'Effendi, mais nous, on travaille, on est sur place, c'est à nous. Il y aura un procès. Et finalement, le tribunal va donner gain de cause au KKL. Mais malgré ça, bien que le terrain est à nous, on va quand même dédommager les métayers et les aider à se réinstaller ailleurs. Alors, Ussishkin, qui était à l'époque un des chefs de Chovetzion et qui plus tard sera, j'ai dit, le président du KKL, à droite, vous voyez Yoshua Hankin, vous le connaissez déjà maintenant, et Menachem Ussishkin va dire que sans avoir la propriété de la terre, on ne pourra jamais faire ici un pays juif. Et il dit, une terre s'achète de deux façons, ou par de l'argent, ou par la force, par la guerre, ou par le fait qu'il est sous tutelle, qu'on est le gouvernement. Il dit comme le gouvernement n'est pas juif, c'est les Turcs à l'époque, comme par la guerre, on n'a pas d'armée pour prendre le terrain, mais il y a une solution, c'est d'acheter, et ça, c'est ce que fait Yoshua. Donc, Menachem Ussishkin soutient Yoshua Hankin, et j'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui va cautionner l'achat des terrains de la vallée d'Israël contre l'avis du directeur du KKL. Arthur Rupin, qui est le délégué du mouvement sioniste en Eretz Israël, va dire, j'ai rencontré beaucoup de gens en Eretz Israël. Mais la capacité de se focaliser sur une tâche et de ne penser à rien d'autre qu'à cette tâche, ça c'est Yoshua Hankin. Il a un seul but, c'est d'acheter les terrains. Il ne regarde pas à droite, il ne regarde pas à gauche. Il a un objectif et il fonce tout droit. Un instant, alors, ok. Arthur Rupin dit du bien de Yoshua Hankin. Il va l'aider dans les achats. Mais la conférence, je rappelle, elle est sur Olga. Alors pourquoi je parle d'Arthur Rupin? Parce que de nouveau, le fait que Arthur Rupin, qui veut acheter des terrains pour le mouvement sioniste, va parler à Hankin, à Yoshua Hankin, c'est de nouveau en arrière-plan Olga Hankin qui est derrière. Pourquoi? Parce que Arthur Rupin se marie avec Selma. Et là, c'est un mariage, ils ont que 2 ans de différence. Elle est plus âgée, mais de 2 ans, c'est pas une grande différence. Le grand problème, c'est qu'ils se marient déjà à un âge avancé pour l'époque. Selma a 36 ans quand ils se marient, Arthur Rupin en a 38. 38 ou 34, je ne sais plus dans quel sens. En tout cas, enfin, c'est Olga qui va de nouveau aider à la grossesse et à l'accouchement de Selma Rupin. De là, elle va devenir amie avec le couple Arthur et Selma Rupin et va dire à Arthur Rupin, tu sais, mon mari, tu peux l'engager, lui, il sait acheter des terrains, il connaît la mentalité des Arabes, il sait il sait discuter avec eux, et c'est elle, c'est en fait Olga de nouveau, qui dans la coulisse va brancher Arthur Rupin sur Yoshua Hankin, et grâce à ça, le mouvement sioniste va utiliser Yoshua Hankin comme racheteur de terrain. Mais de nouveau, c'est Olga qui est derrière. Et là, vous voyez, dans ces vieux jours, Yoshua Hankin, Olga est déjà décédée, elle est morte 11 ans avant lui. Et quand il va dire, je reconnais que je n'ai eu un seul but dans la vie, c'est de racheter les terrains d'Eretz Israël. Je n'ai fait que ça, je n'ai pensé que ça, je n'ai travaillé que ça. Et c'est pour ça que j'ai jamais été satisfait tant qu'il y a encore des terrains à acheter. Quand il quittera ce monde, il aura acheté 750 000 dunams, 75 000 hectares de terrain en Eretz Israël. À l'époque, les Juifs possèdent 2 millions d'hectares, 2 millions de dunams en Eretz Israël. Donc, un tiers de tous les acquis juifs en Eretz Israël, on les doit à ce personnage, Yoshua Hankin. Et vous avez compris que tout ce qu'a fait Yoshua Hankin, c'était grâce à Olga dans les coulisses. C'est elle qui lui a fait rencontrer l'Effendi Boutrous Rock dans son premier achat de Ayub Kara. C'est elle qui a sauvé le village de Rishon LeZion. C'est elle qui l'a encouragé après qu'il a été attaqué sur à Hadera et qu'il commençait à perdre espoir. C'est elle qui va lui faire rencontrer Arthur Rupin. C'est elle qui va aller chez le consul russe
pour essayer de l'empêcher de chasser Yoshua en Russie parce que il enfreint les règles du pouvoir turc. Donc une femme de grande envergure dans les coulisses du mouvement sioniste. Une dernière photo pour se rappeler de ce couple incroyable. Yoshua Khalkin décide de construire une maison pour leur vieux jour à côté de Hadera, là où il a acheté les terrains de la malaria sur la colline qui domine la mer. Derrière, en arrière, on voit les terrains qu'il a achetés. Devant, on voit la mer. À gauche, vous voyez la maison comme il l'a construite. Vous la voyez aujourd'hui avec ce quartier de Hadera s'appelle aujourd'hui Givat Olga, la colline de Olga au nom de Olga Khankin. Et ce bâtiment, qui était la maison qu'il avait construite pour elle, est devenu un café. La maison était classée monument historique, c'est devenu un café. Je ne sais pas ce qui se passe parce que ils ont fermé dans le Corona et je ne sais pas s'ils ont rouvert parce qu'il y a un problème d'éboulement. Il y a eu des éboulements de terrain et c'est un petit peu dangereux. La maison risque de partir dans la pente et pour l'instant, le café n'a pas rouvert depuis le Corona. Donc, ils n'ont pas habité dans cette maison puisque c'était l'année où Olga est décédée. Yoshua a acheté un terrain pour être enterré sur les montagnes du Gilboa, au-dessus de Mayan Harod. Quand vous allez au Gan Leumi, au parc de Gan de Mayan Harod, dans le parc, vous pouvez visiter le tombeau de Yoshua et Olga Khankin, Mayan Harod. Là, vous voyez Givat Olga dans les années 1950, on voit quelques maisons et beaucoup de terrains vagues. Et là, vous voyez Givat Olga et en arrière-plan Hadera aujourd'hui, avec tout un village vacances au bord de la mer, une plage magnifique. Et ça, c'est Kfar Hayam, tout ça, ce sont des appart-hôtels pour les vacances, avec piscine, avec terrain de sport. Givat Olga. Bien sûr, il y a aussi un village qui porte le nom de Yoshua Khankin, Kfar Yehoshua. J'ai dit je voulais parler d'une héroïne parce que dans cette guerre de Kharabot Barzel, on parle beaucoup d'héroïne. Je vais parler d'une héroïne. Et j'ai parlé en parlant d'Olga Khankin des familles Khankin, Belkin, Feinberg et Wilboschwitz. Et ça continue encore les générations après. Hein. Je ne veux pas maintenant développer parce que peut-être à l'occasion, il y a encore tellement à raconter sur ces familles-là qu'on pourrait faire une suite. Je ne veux pas maintenant, je n'ai pas au programme. Mais je donne trois noms qui sont connus dans la suite de ces familles. Avshalom Feinberg, donc Fania Feinberg, la sœur de Olga, mariée à Yosef Feinberg, ont un fils Avshalom qui sera membre du NILI, l'organisation d'espionnage au profit des Anglais pendant la Première Guerre mondiale. Et il va disparaître en mission dans le désert du Sinaï, tué par un bédouin. On retrouvera sa dépouille à la guerre des 6 jours. Naaman Belkind, donc son cousin, qui lui fait aussi partie du mouvement du Nili, très important dans un mouvement d'espionnage, dans un mouvement conspirationniste. Quand on est de la même famille, on a confiance les uns dans les autres. Naaman Belkind a été arrêté et pendu à Damas par les Turcs pendant la Première Guerre mondiale. Et à gauche, plus proche de nous, Dora Dvora Bloch, qui est la fille de Yosef Feinberg, donc c'est toujours la même famille. Dora Dvora Bloch était dans l'avion d'Air France, l'Airbus, qui a été kidnappé à Entebbe. Et quand Tsahal a libéré les otages d'Entebbe, Dora Bloch était à l'hôpital et donc n'a pas été libérée dans le cadre de l'opération Mifta Yonatan et elle a disparu. C'est uniquement quelques années après qu'on a appris que Idi Amin Dada l'avait fait assassiner et qu'on a retrouvé sa sépulture. Donc il y a encore l'histoire des familles Belkin, Feinberg, Khankin continue encore jusqu'à l'histoire moderne. Voilà, on a fini cette conférence. On a parlé un petit peu d'une héroïne et de familles qui ont aidé à constituer l'État d'Israël. Je coupe là la diaporama.